Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. On va parler de 3G. Pour ceux qui ne savent pas, le Canada retire la 3G après de bons et loyaux services. Elle nous quitte cet été. Donc, elle va être de plus en plus retirée. Elle va être remplacée par la VoLTE, donc la voix sur le LTE. Et donc, surprenez-vous pas si dans les prochains jours, mois, semaines, votre fournisseur vous envoie une lettre, un SMS, un courriel vous disant de vérifier si votre appareil est compatible avec la VoLTE parce que lorsque les 3G vont être retirés, bien évidemment, votre appareil qui ne fait pas de VoLTE va devenir incompatible et il ne pourra plus émettre d'appel. Et ça sera très problématique. La raison pour laquelle, Patrice, on retire la 3G, ben, c'est pas compliqué. Il y a ce qu'on appelle l'attribution des bandes de fréquences. Et là, dans une antenne, vous avez sûrement remarqué, il y a des antennes tout le tour, des dizaines et des dizaines, et souvent sur 2, 3, 4 hauteurs. Parce que là, on a Bell, on a TELUS, on a Rogers, on a Vidéotron. Ils sont tous en partage d'antennes. Et pour récupérer des fréquences, donc ce qui était attribué à la 3G, si on retire la 3G, les fréquences qu'on utilisait expressément pour la 3G, on peut les réallouer pour la 5G ou pour le LTE ou pour le VoLTE ou ces choses-là. Donc, c'est une question d'amélioration. Le mouvement est déjà fait pas mal partout aux États-Unis, pas mal bien enclenché en Europe aussi, la plupart des endroits. Il restait le Canada qui traînait un peu de la patte, donc ça va être important de valider ça. Mais moi, ce que je trouvais important ce soir, Patrice, c'est de faire un petit retour en arrière sur 3G, troisième génération. Donc, qu'est-ce que ça représente et de quoi on parle? Alors, pour faire un petit retour en arrière, on va faire un survol. Les G étant seulement que la génération. Puis quand on parle de 5G puis de Wi-Fi 5G, c'est pas la même chose. Non, On non, parle non. de cinquième génération, on parle pas de la même technologie. Donc, la 1G, à peu près personne n'a connu ça. OK? On parle de fréquences analogiques qui ont débuté au Japon en 1979. On parle d'une technologie qui était absolument pas encodée. Donc, on pouvait, avec un simple scanner d'ondes, entendre les conversations de n'importe qui émettait des conversations. C'était problématique et ça ne gérait pas super bien les multiples appels dans un même endroit. Le boom de la téléphonie mobile est arrivé vraiment avec la deuxième génération, qu'on considère presque comme étant la première vraie, et dans laquelle on a vu apparaître les SMS, les MMS, et la première technologie d'encryption de la voix. Donc, la voix est encodée de façon à ce qu'on ne puisse pas, en clair, écouter la voix. Donc, il y avait une forme de protection aussi. Et on pouvait faire, évidemment, tout ce que le PSTN, le Public Service Telephony Commutation, donc le système de commutation publique. On pouvait avoir des boîtes vocales, conférences, longue distance, ces choses-là, et on avait la capacité de repérer sur le réseau l'endroit approximatif où se trouvait l'UE ou le User Equipment, votre téléphone, Ouais. dans le système. Évidemment, après ça, et là, je vous épargne, on va le voir tantôt, mais on a eu la 2.5G, la 2.75G, la 3G, la 3.5G, la 3G+, la 4G, la 4G+, bon, OK, il y a des sous-catégories, on n'entrera pas tant dans les détails. 3G, c'est pas mal le début de ce qu'on appelle la consommation multimédia, du browsing sur Internet. Avant la 3G, moi j'ai connu la 2G. La 3G, c'est là qu'on commence à avoir une volonté de s'acheter un forfait de données. OK. Avant la 3G, si tu te rappelles bien, Patrice, les fournisseurs te donnaient des forfaits de données, mais ce n'était pas achetable. Oh, ouais. Puis la plupart des gens que nous étions, on ne voulait pas aller sur Internet parce qu'on ne voulait pas avoir la facture qui venait avec.
Fait que la 3G 2001, on commence 3 mégabits seconde. Wouh! Évidemment, on voit apparaître, on voit apparaître les GPS, les débuts des vidéos streaming, évidemment en très très basse qualité. Et un petit peu autour de 2009, évidemment, avec l'arrivée du iPhone, les habitudes de vie changent complètement. Et là, on tombe avec la première génération de 4G, les vidéos HD, les objets portables, donc les montres connectées, ces choses-là. L'apparition de la haute vitesse au niveau de l'Internet mobile. Donc, on parle jusqu'à 25 mégabits seconde, ce qui était à l'époque, somme toute, et c'est encore un 25 mégabits suffisant pour faire de la vidéo en HD, tout ça. Oui, oui, oui. Donc, tu sais, les gens disent c'est pas vite, mais en même temps, c'est très correct. Et en 2019, apparu enfin les balbutiements du 5G. Un peu plus tard de notre côté, Canada, on a vu l'apparition de la 5G au cours de la pandémie 2022. On en a profité pour commencer à déployer. 2023, on a commencé à voir apparaître vraiment. Et là, depuis 2024, c'est pas mal tout le monde qui ont accès à la 5G. Et là, on parle évidemment de l'Internet des objets, de la capacité de faire du stockage dans le cloud à partir de ton téléphone, la possibilité d'utiliser des robots chirurgicaux à distance avec la 5G et des débits pouvant aller jusqu'à 10 gigabits seconde, ce qui est, excuse-moi, 150 mégabits seconde. Et c'est même plus vrai parce que là, on est rendu avec la 5GN. NR. Et là, on parle de 600, 800, 900 mégabits seconde et ça peut aller jusqu'à 10 gigabits. Donc, c'était un petit portrait vite des technologies, mais on va voir un petit peu plus loin comment fonctionne le réseau mobile. Et ce YouTuber-là, je vous encourage à ajouter sa chaîne. C'est une personne qui travaille dans le domaine des télécoms, donc qui connaît très, très bien sa matière. C'est Cookie Connecté, donc on a le code QR là, pour ceux qui veulent l'ajouter. OK. Et ils vont nous expliquer en 15 minutes comment fonctionne la téléphonie mobile. Ce que vous allez voir là, c'est sensiblement ce qu'on donne en formation à des agents de support technique. Là. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette Nous nouvelle autres aussi, vidéo. on est Et en contents. introduction, j'aimerais vous parler de ce smartphone qui est devenu indispensable dans notre quotidien. Parce qu'il nous permet tout simplement d'être toujours connectés depuis n'importe où et n'importe quand. Sauf Peux-tu que le le mettre petit pause? problème, Ouais. on oublie souvent bon. de parler du réseau mobile et c'est aussi grâce à ça qu'on peut être connecté. Et je vais justement remédier à ça dans cette vidéo puisqu'on va parler de comment se passent les communications sur le réseau mobile, donc comment ça marche, mais aussi comment c'est implémenté derrière. Donc on va parler de tout ce qui est infrastructure technique des réseaux mobiles. Et là, je vous avertis. Nous, dans le domaine technique, ce que vous allez voir, on considère que c'est de l'introduction à haut vol. Donc, c'est un brossage très, 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 très de base de l'infrastructure mobile. Ça se peut que pour vous qui allez écouter ça, ça soit très technique. Je vais essayer d'arrêter à certains endroits pour peut-être ajouter des commentaires sur certaines particularités. Mais aussi évidemment de l'évolution des réseaux mobiles, donc 3G, 4G, 5G et les services qu'ils ont chacun apportés. Bref, un beau programme, eh bien on peut commencer maintenant. Allez, c'est parti, mon cookie! Cookie connecté. Dans cette première partie, voyons comment se passe une communication sur le réseau cellulaire. Le territoire est recouvert de stations de base qui sont des antennes relais Station. gérées par des opérateurs télécoms. Une cellule est la zone dans laquelle un mobile peut se connecter à une antenne en particulier. Le territoire français est ainsi divisé en cellules, chacune desservie par une station de base. Les stations de base émettent régulièrement des appels aux mobiles qui souhaitent établir une communication. La station de base gère la transmission et la réception du signal suivant des formats et un protocole spécifique à chaque génération. Par exemple 3G, 4G ou 5G. Un premier dialogue est nécessaire entre le mobile et la station de base afin d'établir les fréquences et la puissance d'émission pour la communication. Une cellule se caractérise par sa puissance d'émission, ce qui se traduit par une zone de couverture, et il faut noter que la taille des cellules n'est pas la même sur tout le territoire. En effet, celle-ci dépend de la configuration du terrain, plateau, Exact. montagne, etc.
et de la nature des constructions, par exemple maison, pavillon ou immeuble en béton. De plus, une cellule ne peut servir qu'un nombre limité d'abonnés. Cette partie-là, elle est capitale parce qu'on a souvent des gens qui vont nous appeler dans le domaine du support technique pour nous dire « Je comprends pas, mon Internet est devenu très, très, très lent subitement ou j'arrive pas à faire des appels et on est à la Saint-Jean-Baptiste. » Ben oui. OK? Et ce que les gens ne savent pas, c'est que vos zones de couverture, l'antenne, mettons, de gauche, qui est dans la cellule de gauche, elle a été développée pour avoir un périmètre défini en fonction d'un certain nombre d'abonnés. Là, je vais vous dire un chiffre là, qui vient de nulle part, là, mais disons 1000 abonnés. Et là, imaginez-vous bien qu'on est à la Saint-Jean-Baptiste et le parc No Name dans Saint-Éloigné des Pas-Proches se ramasse avec 8000 personnes, ce qui arrive jamais dans ce village-là. Alors, vous comprendrez que cette antenne-là ne peut pas servir 8000 personnes en même temps. Elle est en congestion. Et un des effets qui va se produire avec les stations de base, c'est qu'ils vont réduire la portée de l'antenne pour se concentrer, réduire un peu le nombre de gens, ces choses-là. Donc, effectivement, lors de gros événements, il va y avoir des zones qui vont devenir moins bien couvertes. Donc, exemple, si vous restez à la limite d'une zone où vous étiez correct, mais que lors d'un événement, là, votre connexion devient exécrable, c'est lié en partie à cause de ça parce que la station de base doit faire un ajustement et ben, vous allez probablement, étant à la limite, être celui qui va écoper. Et ces choses-là sont tout à fait dynamiques, ça s'ajuste en temps réel et ben, ça a un impact. Et la même chose va se produire en hiver ou en été. En hiver, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Donc, la portée d'un réseau mobile ne sera pas exactement la même que pendant l'été. Donc, il est possible que vous vous retrouviez à votre chalet et que l'hiver, la connexion, et aussi parce qu'il y a moins de gens dans votre secteur, Aussi, il est ouais. possible il est possible que votre connexion soit vraiment meilleure et que rendu à l'été, lorsque le couvert de feuillage apparaît, ben, la connexion soit moins bonne. Ça, c'est partout sur la planète. C'est pas exclusif à un fournisseur en particulier. Ou à 4 heures, quand Si les gens dans reviennent une du zone ski, tout d'un rurale coup, où tout le baisse. nombre d'utilisateurs Oui. est faible Et le répétez ça terrain plat, rapidement. les cellules sont Juste dire que dans certains événements, je l'ai vu aux États-Unis, à Boston, ils ajoutent des cellules additionnelles qui sont Oui. mobiles pour Quand ils cette savent charge-là. d'avance, Ouais. on fait ça aussi. Dans des gros événements, il existe des microcelles qu'on peut déplacer, venir connecter, puis venir augmenter la capacité d'un secteur. Ça se fait aussi couramment au Québec dans des gros événements. Mettons, ouais. exemple, au Plaine d'Abraham, ces choses-là, c'est des choses qu'ils peuvent faire. plus étendues qu'en ville, où le nombre d'utilisateurs est très important sur une petite zone et avec une forte atténuation due au bâtiment. En conséquence, plus il y a d'abonnés dans une zone géographique, plus il faut positionner de stations de base. Lorsque vous passez un appel depuis votre mobile, la voix est transformée en signal numérique, donc une transformation de votre voix en bits, soit une succession de 0 et de 1. Ce signal numérique est envoyé sur une certaine fréquence porteuse en ondes électromagnétiques, qui porte donc l'ensemble des bits de votre message. La façon dont on transmet les ondes électromagnétiques indique les bits émis. La station de base récupère et analyse l'onde pour en déduire les bits émis. Elle reconstitue alors le message numérique en binaire. La communication est ensuite acheminée dans le réseau cœur de façon plus classique, Le en fibre Core optique, par Network exemple, en anglais. jusqu'à ce que la communication soit transférée vers la station de base de la cellule dans laquelle le mobile du correspondant se trouve. De la même façon, cette station de base transmet finalement la conversation par onde radio au mobile du correspondant. Évidemment, pour que tout cela soit possible, il y a une intelligence portée par une infrastructure derrière. En fait, chaque station de base est connectée à un contrôleur. Et remarquez qu'il y a plusieurs stations reliées à un Ce contrôleur. contrôleur gère les fréquences radio utilisées par ces différentes stations de base et va réaliser les transferts de communication mobile d'une cellule à une autre. Enfin, ces contrôleurs sont reliés à des routeurs qui permettent l'établissement, le maintien et la fin des communications des terminaux dans une zone géographique donnée. Ce sont les routeurs qui vont permettre de transférer les données vers le bon contrôleur, puis la bonne station de base et finalement vers le bon mobile. Ensuite, les routeurs sont reliés à des bases de données qui gèrent les informations sur les abonnés, leur localisation grossière, permettant aux appels entrants dans le réseau d'être acheminés jusqu'à ce mobile,
et plus globalement les informations nécessaires à l'établissement de connexion. Traditionnellement, dans les réseaux mobiles, les deux bases de données dont il parle, on appelle ça le HLR et le VLR. HLR pour Home Register Location, puis VLR pour Visitor Location Register. Le Visitor Location Register, il sert à enregistrer qui est présent sous la cellule actuellement. Donc, à quel endroit est votre mobile? Est-ce qu'il y a le droit aux appels longue distance, pas longue distance? Est-ce qu'il y a les données, pas de données, ces choses-là? Puis le Home HLR, le Home Location Registry, c'est lui qui est chez votre fournisseur, normalement, dans lequel contient vos abonnements, vos droits, où vous êtes rendu dans votre forfait. Donc, quand vous êtes sur un réseau d'un autre fournisseur, vous êtes sur le VLR, le VLR, Visitor Location Registry, qui, lui, a été interrogé votre HLR de votre fournisseur pour dire il y a le droit à quoi, et c'est retransmis et recopié sur le VLR qui, lui, se met à jour en fonction des cellules ou des groupements de cellules dans un secteur donné. Ça fait du sens? Oui, et de là, est-ce que je facture les données ou non, la Oui. voix ou non? OK. Exact. Chiffrement et l'authentification par exemple. Les réseaux mobiles sont connectés au réseau téléphonique commuté, c'est-à-dire la téléphonie traditionnelle et Internet. Lorsqu'un mobile cherche à communiquer avec un autre mobile mais en dehors de son réseau, par exemple si les mobiles sont gérés par différents opérateurs et donc les stations de base ne sont pas directement reliées entre elles, la communication passe par le réseau fixe classique pour les appels vocaux en mode circuit, c'est-à-dire pour la 2G et 3G, et va passer par Internet pour les données en mode paquet. Ouais, la Lors de partie l'émission voix d'un passe appel par un le mobile, réseau la téléphonique demande arrive traditionnel, du puis mobile vers la l'Internet par station de Internet. base de sa cellule. C'est la première étape. Puis traverse le contrôleur en étape 2 pour aboutir vers le routeur étape 3. L'appelant est identifié ainsi que ses droits à partir des informations dans les bases de données. Si le mobile qui est appelé appartient à un autre opérateur, la demande est envoyée dans le réseau téléphonique commuté en 2G ou en 3G. C'est l'étape 5. Le réseau téléphonique commuté l'envoie vers le routeur de l'opérateur de l'appelé, étape 6. Celui-ci vérifie où est situé l'appelé et quels sont ses droits, étape 7. Puis il envoie la demande vers le contrôleur dont dépend l'appelé, étape 8. La demande est enfin transmise vers la station de base de l'appelé, c'est l'étape 9. Et une fois que le mobile appelé est connecté, la station de base à laquelle il est rattaché lui envoie les informations qui proviennent du mobile appelant. C'est l'étape 10. Dans cette deuxième partie, voyons Patricia, comment le rapidement, mobile est localisé. la séparation du réseau vocal des données Internet, quelle est la raison qui justifie toujours cette séparation-là? Ce n'est plus le cas depuis qu'on est tombé dans la dernière phase de la 4G. On va le voir un peu plus loin. Dans la dernière phase, historiquement, le 3G, on avait la voix qui passait par un canal, puis les données qui passaient par un autre canal. Comme il explique dans la vidéo, on prend la voix, puis on la fait transiger vers le PSTN, le réseau commuté de téléphonie traditionnel, et la partie de données, on y fait un canal à elle, on l'envoie dans le réseau IP traditionnel, elle fait son envers, ces choses-là. Quand on est arrivé avec la 4G, on a 4G avec LTE, Long Term Evolution, on a fait exactement la même chose. Donc, on a continué la voix d'un côté, les données de l'autre. Et là, tranquillement, pas long, est apparu le VoLTE, Voice over LTE. Et là, on a été capable d'encoder la voix parce qu'on avait plus de bande passante au niveau des données. Donc, on retirait la bande passante occupée par la voix traditionnellement et on l'accordait entièrement aux données. Donc, on faisait transiger la voix sur les données. Donc, on n'avait plus ce besoin-là. Donc, à partir de la fin de la 4G, quand on est tombé en VoLTE, l'entièreté des communications se produit entièrement sous format IP. Il n'y a plus de transfert sur le réseau commuté, à moins, bien sûr, que tu appelles une ligne fixe, ce qui oblige, dans ce cas-là, de sortir du réseau IP, de tomber dans un commutateur et de te retrouver ensuite dans le PSTN. Mais en ce moment, 100% de tes appels transigent en IP, à part si tu t'en vas dans des secteurs qui sont moins bien couverts, dans lequel cas tu pourrais tomber dans une 3G, et là, tu aurais ta voix dans un canal et les données dans un autre canal. OK. Au sein du réseau cellulaire. Tout d'abord, le réseau mobile se décompose en deux parties distinctes.
On a le réseau d'accès qui gère l'accès et les communications avec les mobiles. Le réseau cœur, quant à lui, représente les éléments du réseau mobile en charge de toutes les fonctions de contrôle et d'analyse d'informations. C'est le réseau cœur qui fait l'interface entre d'un côté le réseau d'accès et de l'autre côté Internet et le réseau téléphonique commuté. Ensuite, le mobile est composé de 3 éléments importants. Le numéro d'abonné IMSI se trouvant dans la carte SIM qui sert à identifier l'abonné. Le numéro d'équipement IMEI du mobile qui permet d'identifier le mobile dans le réseau mobile. Et enfin, on a le numéro de téléphone qui s'appelle le MSI SDN, utilisé pour identifier un numéro de téléphone à l'international. Ce sont les 3 données qui vivent à l'intérieur de votre carte SIM. Et pour ceux qui ne savent pas, une carte SIM, ce n'est pas qu'un appareil, ce n'est pas qu'une mémoire. Il y a des dossiers, des fichiers. On a même des microprogrammes sur la carte SIM avec de l'encryption, un code, une clé sécurisée qui fait que ces données-là, l'IMSI, le numéro d'équipement et le MSISDN sont encodés de façon à ne pas être lisibles par tout le monde dans votre carte SIM. Et donc, quand vous vous connectez à une tour, ben, le VLR a accès à ces infos-là. Et en sachant votre IMSI, il sait aussi à quel fournisseur vous êtes abonné. Et là, il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la téléphonie mobile, il y a les MCC, MNC, MCC. MNC, c'est le mobile number, c'est le numéro de l'identifiant du fournisseur international. Donc, exemple, le Canada, c'est 302. Et ensuite vient le MCC, qui est le numéro du fournisseur mobile. Exemple, Vidéotron, parce que c'est là que je travaille, c'est 500 et 502 de mémoire. Et là, tu as 720, je pense, pour Rogers. Chaque fournisseur a son code. Donc, dans ta carte SIM, le réseau, on sait sur quel réseau tu es monté, 302 500, 302 720. Ça identifie le réseau. Avec ces informations-là, le HLR, VLR, on sait à quoi tu as droit. Maintenant, voyons comment un mobile est localisé sur le réseau mobile. On considère un terminal en état de veille lorsque celui-ci est allumé mais qui n'est pas actuellement utilisé Votre pour un appareil service. tombe en veille. Il y a une mise à jour de la localisation à la première mise sous tension du terminal. Un Le location mobile doit alors se update. signaler au réseau pour être pris en compte. Le réseau mobile authentifie ensuite le mobile et l'abonné. Si le mobile est en veille, le réseau connaît sa localisation grossière à travers sa zone de localisation. Oui, Il s'agit d'une zone de Narcomed, il dit les dessins de réseau qu'on voit, on appelle ça de la topologie. Donc, effectivement, c'est de la topologie pour nous aider à comprendre un peu la hiérarchie dans laquelle les interfaces réseau se positionnent. Et c'est assez standard pour à peu près tous les positionnements réseau qui existent. Et il y a des cellules logiciels qui contiguës. nous aident à La faire ces zone est graphiques-là. diffusée périodiquement par toutes les cellules qui en font partie, chacune sur son canal de diffusion. Une zone de localisation, comme il explique là-dedans, c'est un ensemble de cellules qui sont regroupées. Et donc, on regroupe évidemment des cellules par des zones de localisation. Ensuite, on fait des plus grandes zones, ainsi de suite. Là. OK. Le mobile en veille écoute le canal de diffusion des cellules autour de lui et il sélectionne ensuite la cellule pour laquelle la puissance reçue est la plus élevée. Ce qui veut dire que c'est la cellule qui lui fournirait le meilleur service s'il devenait actif. Lorsque le mobile se déplace, il continue de mesurer les puissances des cellules autour de lui et s'il se déplace suffisamment pour que la cellule de laquelle il reçoit la puissance la plus élevée change, alors il fait une resélection. Si la cellule resélectionnée fait partie de la même zone de localisation que la cellule qu'il avait sélectionnée précédemment, alors rien ne change. Par contre, si la cellule resélectionnée fait partie d'une zone de localisation différente, alors le mobile envoie à cette cellule une demande de mise à jour de sa localisation, que la cellule va ensuite transmettre au réseau cœur. La mise à jour de la localisation d'un mobile est réalisée au niveau des bases de données. On a les bases de données de localisation actualisées rattachées au routeur, qui stockent dynamiquement les informations sur le profil des abonnés et leur zone de localisation. Et on a des bases de données de localisation de référence situées en centrale dans le réseau cœur, contenant les informations du profil de l'abonné, qui seront donc transférées vers la base de données locale quand c'est nécessaire. Ici, le mobile se trouvait dans la zone de localisation A, puis se déplace pour aller dans la zone de localisation B. La base de données locale met alors à jour les données de localisation de l'abonné. Le réseau mobile a besoin de connaître la localisation du mobile, même en veille, car il peut avoir besoin de le réveiller s'il reçoit un appel, une notification ou un SMS.
Dans ce cas, le réseau va utiliser la procédure de paging. Toutes les Paging cellules de la zone request. de localisation du mobile vont alors envoyer sur un canal de diffusion dédié, appelé canal de paging, un message qui indique que le mobile doit se connecter au réseau. Donc, c'est un message qui est envoyé en mode broadcast. Tous les appareils de la zone reçoivent le paging et évidemment, vous comprendrez que seulement que l'appareil qui est en veille répond à ce paging-là. Pour pouvoir recevoir les données que celui-ci veut lui transmettre. Le mobile sort de l'état de veille et se connecte à la station de base dont il reçoit la puissance la plus élevée. Un Lorsque attache. le mobile est connecté au réseau et est utilisé pour le service, on dit qu'il est actif. Donc, en train d'appeler, d'être appelé, d'envoyer ou de recevoir des données. Au cours d'un déplacement, il est possible qu'on sorte d'une cellule. Il est alors nécessaire de changer de station de base tout en maintenant la communication. C'est le transfert intercellulaire ou handover en anglais. Vous allez remarquer qu'il arrive parfois que lorsque... Bon, Patrice il me voit venir. Il arrive parfois que lorsque vous êtes en déplacement en voiture et surtout en conversation, que le handover ne se produise pas tout à fait correctement. Ça arrive à l'occasion pour des millions de raisons parce que vous êtes dans un secteur où il y a un peu de congestion dans les cellules en question, il y a des lenteurs, il y a beaucoup de gens. Vous tombez dans une zone où la couverture n'est pas optimale, vous avez un 45 pieds qui passe entre vous et l'antenne et pendant quelques microsecondes, la partie qui est hyper capitale du handover où on vous prend puis qu'on vous envoie dans l'autre cellule, elle ne peut pas se compléter. Donc, ce qui se produit, c'est que l'appel coupe. Donc, oui. voyons donc, mon appel est coupé. Ce phénomène-là va se produire à l'occasion. Où c'est anormal, c'est quand ça vous arrive sans arrêt tout le temps au même endroit. Ben là, évidemment, vous pouvez appeler votre fournisseur et dire, écoute, quand j'arrive sur la 40 à tel endroit tous les jours, mon appel coupe. Évidemment, c'est anormal et ils peuvent, dans certains cas, faire des ajustements, des corrections ou des fois, c'est des problèmes dans la cellule en question qui n'avaient pas été notifiés et là, ben, on répare, on arrange. L'objectif est d'assurer la continuité des communications tout en assurant une certaine qualité de service. Dans cette dernière partie, voyons l'évolution des réseaux mobiles au fil des années. Tous les termes que nous avons vus jusqu'à présent sont des termes génériques de l'architecture des réseaux mobiles. Avec l'évolution des réseaux mobiles, les composants peuvent être amenés à changer de nom à chaque génération, mais les Starlink, est-ce que c'est un peu les mêmes principes, mais couverture plus grande vu que c'est dans le ciel? L'architecture de comment ça fonctionne, c'est encore très, très balbutiant. Évidemment qu'ils doivent, par définition, parce que de ce que j'en sais, les puces à l'intérieur des téléphones Qualcomm n'ont pas des particularités spécifiques à la communication satellitaire. Donc, oui, ils ont probablement ouvert des canaux ou des bandes de fréquences qui étaient spécifiques au réseau Starlink, là, en débloquant le canal 28, 32, et ainsi de suite. Là. Mais, et en ajustant les délais de transmission, ces choses-là. Mais à toute fin pratique, ça se produit un peu de la même façon, c'est-à-dire que ben, tu vas avoir une transmission, la station de base est probablement le satellite qui est dans l'espace au-dessus de ta tête. Il doit y avoir aussi un regroupement de satellites qui sont capables de se relancer la communication. Et il y a un certain nombre de stations de base au niveau de la planète qui, eux, reçoivent les communications d'une grappe de satellites pour le retransmettre ensuite au PSTN, donc au réseau de téléphonie commutée. Et ensuite, c'est retransmis soit sous forme d'IP parce que, bon, on est en volté, on est en SMS, ainsi de suite. Ou si on appelle une ligne fixe, ben, c'est retransmis sur le réseau commuté. Donc, oui, pas mal sûr que ça marche de la même façon. Tu as ce qu'on appelle un HLR, un VLR, la même chose. Le rôle reste globalement similaire. Dans les années 90, la 2G a d'abord été créée pour fournir un service de voix en mode Moi, j'ai circuit, commencé là très avec un proche de téléphone celui pareil qui comme était ça. déjà utilisé dans le réseau fixe historique. L'idée était moi d'étendre à la aussi. radio ce qui Un existait Nokia. déjà sur le réseau fixe ou appelé aussi réseau téléphonique commuté. La 2G permet la transmission de la voix et l'introduction du service de messagerie SMS et est commercialisée c'était sous le pesant, standard GSM. Ouais. La différence principale entre la première et la deuxième génération est que le signal radio utilisé pour transmettre l'information dans la première génération était analogique. Par contre, celui de la deuxième génération était numérique. Puis avec l'arrivée d'Internet, les usages de la data se sont développés sur le réseau fixe. Il a alors été nécessaire de les étendre aux services mobiles. Au début des années 2000, apparaît alors le GPRS, appelé aussi 2G+.
Il désigne les systèmes 2G 2.5G. qui permettent des transferts de données. Le Internet Edge, mobile je donc. me souviens. Puis, Le on a le 3.75. Edge, quelques années après, permettant une Le augmentation du 2.75. débit pour le transfert des données. Mais les débits étaient encore insuffisants 3.75, par rapport aux usages data. Au milieu des années 2000, la 3G a été développée pour augmenter les débits data, permettant les usages Internet C'est depuis ça le qui mobile, disparaît, tout en ma gang de continuant vous autres. à faire de la voix en mode circuit comme en 2G. La 3G permet alors de transférer Les deux de la autres voix restent et de toujours la là, donnée c'est ça? avec des débits 2G, élevés. 1G C'est la existe. généralisation des T'es drôle. smartphones. Ensuite, la 3G+ est apparue, permettant des débits encore plus importants. Dans les années 2010, la 4G a été développée pour réduire la latence et augmenter encore plus les débits. Ceci a permis d'atteindre une qualité de service au débit suffisante pour faire de la voix sur IP et donc abandonner le mode circuit. On parle du réseau LTE pour Long Term Evolution. Il est alors possible de passer en mobile tout IP, il n'y a alors plus de mode circuit. À partir de la 4G, les communications en temps réel, comme la voix sur IP, les données et la vidéo, transitent sur le réseau Et là, mobile en mode l'architecture du réseau Contrairement mobile au a réseau drastiquement 2G et changé. 3G, les Ouais, contrôleurs ont été enlevés de l'architecture 4G pour réduire la latence. En effet, moins on a d'éléments intermédiaires dans le réseau, plus le transfert de données est rapide. Les fonctionnalités de contrôle sont alors déportées dans les stations de base ainsi que dans un appareil appelé le Mobility Management Le Entity, MME, qui lui le va prendre en charge SSG. la gestion de l'authentification et de la localisation des abonnés en plus du routage de flux. Il y a deux types de passerelles pour le transfert des données. La Serving Gateway, qui est une passerelle régionale proche des stations de base, et la Packet Data Network Gateway, qui est une passerelle globale qui est l'interface avec Internet. Pour garantir la qualité de service de voix sur IP et vidéo, le réseau mobile doit être interfacé avec l'IMS de l'opérateur. Oui, ça serait IMS bien. pour IP. Tu as tout à fait raison, Narcoman. Il faudrait que les jeunes soient un peu plus au courant de comment ça marche un routeur, ces Ouais, choses-là, effectivement. Patricia, j'ai une question pour toi. Vas-y, vas-y. C'est qui les grands fournisseurs d'équipements de MME puis de Serving Gateway? Au Canada, on Ouais. a, au Canada, Québec, sans trop se tromper, sans rentrer dans des secrets d'État, c'est généralement Nokia, Ericsson, Samsung, ces grands fournisseurs-là. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques autres là, qui sont moins connus. Là, Ouais. mais c'est des grands noms que que je te surprends pas en te disant. Là. Oh, parfait, OK. Puis, il parle de le IPMS, le IMSI, le IMSI, puis le Internet, puis le PDNG. Quand un téléphone se connecte, je te disais tantôt qu'on vérifiait dans le VLR, HLR, les permissions, ces choses-là, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'attache, qu'on disait tantôt, que tu t'attaches au réseau. Et dans ce moment-là d'attache, tu as ce qu'on appelle, nous, un PDP Context GPRS attache. Et c'est à ce moment-là qu'on valide si tu as le droit à une session Internet. La firme chinoise a été refusée finalement pour les tours 5G. Oui, Huawei a été banni de ce que j'en sais. Ouais. Là, je ne sais pas si le bannissement impliquait que les fournisseurs devaient se débarrasser d'équipements Huawei ou s'il y avait comme une espèce d'embargo de genre, vous pouvez garder vos équipements Huawei, mais vous ne pouvez pas en acheter. Ça, ce détail-là, je ne peux pas te le dire. Je ne connais pas les détails, mais je sais que la plupart des fournisseurs ont acheté des nouveaux équipements depuis pour Patricia, remplacer... Petit aparté, je me demande avec le nombre d'acronymes qu'on a depuis le début, OK, est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de nous faire un lexique? Oui, l'intelligence artificielle a déjà un lexique que je rendrai disponible au téléchargement, qui est déjà prêt avec la description de chacune des petites étapes et des détails que je ne vous ai pas donnés là-dedans, OK, c'est que bon. je vais rendre disponible dans une publication subséquente dans quelques C'est jours. bon. Les geeks aiment bien ça, les acronymes, mais pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, peut-être que vous allez trouver ça un petit peu plus rébarbatif. Ouais, ben, tu sais, quand je t'ai dit tantôt, mise en contexte, pour nous autres, dans le domaine technique, c'est un survol. Ouais. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être un peu technique. Là. Ouais. Je le conçois. Mais bon. Multimédia Subsystem. L'IMS est adapté aussi bien au réseau fixe qu'au réseau mobile pour fournir des services multimédia comme la voix ou la vidéo aux clients des opérateurs. C'est donc grâce à l'introduction de l'IP Multimédia Subsystem dans les réseaux qu'il a été possible de passer la voix en mode paquet. Avec les années 2020, la 5G fait son apparition. Tout comme le réseau 4G, le réseau 5G est en mobile tout IP.
et il doit permettre non seulement d'augmenter les débits jusqu'à des vitesses autour de la dizaine de gigabits, mais aussi de réduire la latence à l'ordre de quelques millisecondes. La 5G permet ainsi l'usage du très haut débit mobile, mais aussi bien d'autres usages, comme l'Internet des objets Ouais, une massifs latence mobile, on et les parle de communications 200 ultra-fiables et et à faible plus. latence, Une essentielles, lanterne par exemple, 5G, pour on est l'usine sous du les futur. 50 Dans le réseau millisecondes, ce qui est 5G, très court. les là. smartphones se connectent à la station de base. Cette dernière est directement reliée à la passerelle UPF qui s'occupe d'acheminer les paquets de données utilisateurs à travers le réseau 5G vers Internet ou Tout à l'IMS fait, de l'opérateur. Narcomède. On appelle cette partie le plan utilisateur car on est surtout sur les fonctions de transport de voix et data. Ce plan utilisateur est lui-même relié au plan de contrôle qui lui prend en charge les fonctions de contrôle et de sécurité comme l'authentification, la gestion des sessions ou l'agrégation du trafic. En fait, on des a appareils morcelé connectés. le réseau à partir de la 5G. Enfin, l'architecture du plan de contrôle a été pensée pour séparer le réseau T'sais, cœur. au lieu d'avoir dans chaque station de base un double de chacune des éléments du système, on les a déportés dans des endroits spécialisés pour chacune des actions qui étaient nécessaires. En bloc fonctionnel, qui est alors plus modulaire que l'architecture 4G. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous Allez a vous aidé. abonner à sa Et chaîne, enfin, il est je excellent. tiens à remercier l'Antenne J pour cette collaboration vidéo. Donc l'Antenne J, c'est un service du ministère de la Justice et ça veut dire Agence nationale des techniques d'enquête numérique judiciaire. Ouf, j'ai réussi à le dire. Et leur rôle, c'est tout simplement de mettre à disposition des enquêteurs les outils numériques permettant de mener à bien leur investigation. Tout ça pour lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance et répondre notamment aux enjeux de cybercriminalité. Donc autant vous dire que je suis très fier de cette collaboration vidéo. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye. Alors, pour la suite des choses, si on fait une espèce de wrap-up de ce qu'on vient de voir et qu'on fait une espèce de résumé un peu plus grand, la 1G est arrivée autour des années 80 et utilisait une technologie AMPS qui était aussi utilisait ce qu'on appelle pour porter l'onde du FDMA pour Frequency Division Multiple Access. Et ce qu'on faisait, c'est que sur une même fréquence, Patrice, on t'allouait une partie de la fréquence, donc un canal à OK. toi. Et c'était pas encodé, donc c'est la raison pour laquelle on pouvait t'écouter et c'était pas super efficace en termes de nombre parce que, mettons, une cellule, tu avais de la capacité pour 20-30 personnes, tu en avais 31, ça marchait plus. OK. Parce que c'était fini. Est arrivé la 2G, là, on change un peu la technologie. On utilise du TDMA, du Time Division Multiple Access. Ça veut dire Ouais, qu'on ouais. va, sur une même fréquence, donner un moment à chacun. Patrice, c'est à toi. Narcomède, c'est à toi. Patricia, c'est à toi. Et ainsi de suite, on peut augmenter la capacité, la largeur de bande de ce qu'on porte. Et donc, c'était beaucoup plus efficace. Mais c'était encore du ciseau. Alors, ciseau, single input, single output, donc une donnée montante, une donnée descendante qu'on permettait de multiplexer en allouant un espace à chacun. Ensuite, la 2.5G est arrivée, la CDMA, qui est le Code Division Multiple Access. 4.5G, on dirait une version de Windows 8.1, c'est très vrai. Alors, et le Code Division, c'est qu'on a encore le Time Division, donc chacun a son moment, mais on y rajoute en plus un code qui fait que toi, moi, Patrice, on peut être transmis en même temps, mais on est encodé, ce qui fait qu'en plus du Time Division, on a de la place pour mettre encore plus de largeur de bande. Et c'est encore plus résistant à ce qu'on appelle l'interférence, puisque c'est codé. Ben, je n'ai pas besoin de t'éloigner très, très loin de moi, puisque je peux t'overlapper dans ta communication. Là, j'y vais en très, très haut niveau. Ouais, ouais. 3G CDMA, Code Division Multiple Access version 2000. Donc, on rajoute un peu plus de capacité à l'interférence, une capacité à plus de largeur de bande. On commence à multiplexer plusieurs bandes une après l'autre pour donner plus de largeur. Ensuite, la 3.5 qui voit apparaître pour la plupart des gens qui ont arrivé dans la téléphonie mobile, le WCDMA, qui est le Wideband Code Division Multiple Access. Donc là, c'est plusieurs canaux
qui sont agrégés pour arriver à la même chose, la 3.75 qui est encore une évolution de la première. Et là, la 4G, on change complètement de méthodologie. On arrive avec ce qu'on appelle du OFDMA, du Octagonal Frequency Division Multiple Access. Et là, pour faire simple, dans ce qu'on appelle la modulation, c'est qu'on ne fait pas que moduler la fréquence, on module l'amplitude, la fréquence et la phase. Et là, pour vous donner une idée de ce que c'est la phase, Patrice, imagine que je joue avec une corde à danser, que je fais une vague qui suit une fréquence. Ben, imagine que j'ai une deuxième corde à danser qui ne part pas en même temps. Oui. Donc, j'aurai des vagues qui seront légèrement décalées. On appelle ça un décalement de phase. Et un décalement octogonal, c'est un décalement à 90 degrés. Et là, on peut augmenter significativement la bande. Et là, on va apparaître, depuis la 3.75 et la 4G, le MIMO, le Multiple Input, Multiple Output. Donc là, on est capable de gérer énormément de gens et de trafic sur une même fréquence, un même canal, avec une largeur beaucoup plus grande. On va augmenter les capacités de données. 4.5G, même chose. On va apparaître le MC CDMA qui était apparu un petit peu avant, qui est le Multiple Carrier Code Division. Donc, on reprend un principe qui était de la 2.5G qu'on vient ajouter avec la partie octogonale. Donc, on commence à mixer des technologies ensemble. Et la LTE, Long Term Evolution Advance, le A, apparaît. Et là, tu as Denis Saber qui vient d'apparaître. Bonjour à toi. Alors, puis la 5G qui apparaît. Le NOMA, le Non-Octagonal Multiple Access. Donc, c'est comme un genre de retour arrière dans la façon d'encoder parce qu'on n'a plus autant besoin de la solidité de ce qu'on avait auparavant parce qu'on fait transiger les données d'une autre façon. Et là, on a ce qu'on appelle le Massive Multiple Input, Multiple Output. Donc, on est capable de gérer non seulement de multiples in-out en même temps, mais on peut faire ce qu'on appelle la priorisation de bande. Oui, le CG, c'est quoi Beamspace? J'arrive là-dessus. On est capable de gérer des trafics. Je vous donne un exemple pour la vidéo, des trafics pour la navigation web, un canal qui est priorisé pour les SMS, un canal qui est priorisé pour les vitesses lentes. Donc, on est capable de faire des multiples divisions dans notre système pour éviter qu'il y ait de la congestion parce qu'on répartit mieux nos ressources dans notre communication. Patricia, Et petite précision dans le 5G, là, le multiplexing NOMA, là, c'est pas les lumières de Noël de NOMA qui Non, flashent non, à c'est pas ça. différentes fréquences. OK? On n'est pas là. OK? On n'est pas là. Et en passant, l'organisme qui est en charge de la norme de toutes ces générations, on appelle ça 3GPP. Donc, si vous cherchez sur Internet le site web de 3GPP, c'est le regroupement de constructeurs mondiaux qui édictent les normes dans le domaine de la téléphonie mobile. Et maintenant, la 6G, qui est l'évolution à venir, parce que la 5G, on en a encore pour un grand bout. Et on va utiliser des fréquences. On est rendu dans la deuxième évolution de la 5G qu'on appelle la 5G+, chez certains fournisseurs, qui est le 5GNR. Et elle prend en considération des fréquences. Typiquement, on arrêtait autour des 1700 MHz, 2100 MHz. Et là, on commence à franchir les 2.6, 2600 MHz pour se rendre dans la deuxième évolution de la 5G, les fréquences 3.5 et ainsi de suite, jusqu'à éventuellement 5.6 gigahertz ou mégahertz, là, tout dépendant dans quel sens tu le prends. Et apparaît dans la 6G et vers la fin de la 5G ce qu'on appelle le beamforming. Et le beamforming, ce que ça fait, Patrice ou Narcomed, c'est qu'on est capable, via les échos qu'on a de notre fréquence, de notre station, de notre téléphone, de calculer les reflets en fonction des bâtiments, des arbres, des objets qui sont autour de nous et de choisir une route qui va être plus efficace. Donc, c'est un peu l'équivalent. Imagine que tu t'en viens, que tu rentres dans une grotte et que c'est très, très écho. Et que là, tu pointes ta bouche dans cette direction-là et c'est hyper écho quand tu parles par là. Mais que quand tu tournes un peu vers la gauche, c'est moins écho, ça devient plus compréhensible. C'est un peu la même logique. Donc, on utilise des calculs très avancés pour
retarder l'émission de l'onde, le calculer, les mettre dans une direction en particulier pour utiliser à notre avantage la communication. Donc, on peut se servir d'un bâtiment pour, exemple, avoir un écho qui va être beaucoup plus rapide vers la tour que si on essayait de passer au travers de la tour. C'est là Donc, qu'on voit que la conception de ces équipements-là en back-end, là, c'est pas des petits équipements, puis on fait ça. non, il y a puis- des ingénieurs de fou Ouais, là-dedans. ouais, là. ouais, ouais. Puis moi, je vous explique ça, j'ai l'air de savoir de quoi je parle, là, mais je suis complètement dans l'introduction. Là. Ouais, ouais. OK? Moi, il y a un ingénieur qui me parle, puis je fais le poisson comme vous êtes en train de faire le poisson devant Ouais. moi. Là. Ouais. OK? Fait que, il y a d'autres niveaux de monde au-dessus de moi qui comprennent des affaires que je fais comme OK, je sais pas en tout de quoi tu me parles. Là. OK? Fait que c'est un peu l'avenir. Puis, juste pour vous donner un petit exemple rapide, quand on nous a présenté la 5G il y a quelques années, on nous montrait un match de soccer dans lequel deux joueurs s'échangeaient un ballon et ils mettaient un casque de réalité virtuelle et ils se connectaient à la 4G LTE et ils voyaient le ballon à travers le casque qui était retransmis par la 4G. Et là, le premier joueur donne un coup de pied sur le ballon et le deuxième vient pour donner un coup de pied, mais le ballon est passé depuis 200 millisecondes. Ouais. Donc, c'était incapable de jouer. Et là, on Ouais. tombait, on activait la 5G, on reprenait le jeu. Et là, tout d'un coup, les deux joueurs étaient capables de s'échanger les ballons puis de se faire des passes parce qu'on tombait sous les 50 millisecondes. Et là, on pense que dans un avenir rapproché, on pourra redescendre la communication sous les 5 millisecondes. Oh. Et là, sous les 5 millisecondes, Patrice, on parle de presque le temps réel. C'est-à-dire que là, on peut, toute la notion de voiture intelligente, de sécurité de la route, de gestion du trafic, d'opération à distance, de jeu en réalité augmentée, va pouvoir être possible parce que l'interaction va être presque instantanée. Effectivement. Ouais. Donc, c'est là où on s'en va. Et c'est donc la raison pour laquelle, chers amis, on retire la 3G, alors la musique RIP, parce qu'on a besoin de ce qu'elle utilisait comme espace, comme bande, canot, pour l'attribuer à la 5G. Et sachez que dans le domaine des fréquences, au niveau des cellulaires, on part autour de 600 MHz jusqu'à 2600. Plus la fréquence est haute, plus elle a de la difficulté à passer à travers les bâtiments. Donc, en fait, les distances sont moins grandes. Tandis qu'une basse fréquence, comme un haut-parleur, quand vous entendez des boum, 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 Oh, ouais. ça passe très bien à travers les bâtiments. Et traditionnellement, ces fréquences-là ont été attribuées dans les premières générations. Mhm. Alors, tu comprends, Patrice, qu'on veut se servir de ces fréquences-là pour les allouer, par exemple, à la 5G ou à la 4G, parce qu'on veut rendre notre réseau plus résilient à travers les bâtiments, à travers la ville, ces choses-là, parce que ces fréquences-là sont plus pratiques, plus utiles, plus nécessaires. Alors, c'était pourquoi on n'aura plus de 3G cet été.